En ce début de novembre 1943, tandis qu'à l'Est, la reconquête soviétique progresse dans les régions méridionales, à l'Ouest, ce sont les répercussions du retournement italien qui secouent les habits de l'Allemagne. Les actualités françaises n'en disent rien. Elles ne disent pas que c'est sous la menace allemande que les Hongrois ont dû reconnaître la République de Salo. Elles ne disent pas que le maréchal Pétain a été interdit de parole par les Allemands à la radio. Elles ne disent pas non plus que l'Espagne de Franco vient de rappeler de Russie la division Azov. Pour commenter les actualités françaises et soviétiques, les premières qui vont nous parler de l'Espagne, nous sommes avec Jorge Samprun, l'écrivain espagnol que nous connaissons si bien en France, mais qui était aussi un résistant, un des dirigeants du Parti communiste espagnol bien après la guerre, et qui, d'une certaine façon, à la date où nous sommes, a fini sa résistance. Pourquoi ? Parce que j'ai été arrêté par la Gestapo à Épisy, qui est un faubourg de Joigny, en septembre 1943. Donc la date que nous allons discuter, enfin commenter aujourd'hui, je suis déjà en prison, d'abord à Auxerre, ensuite au camp de Compiègne, et puis finalement déporté à Buchenwald, en Allemagne, en Thuringe, au début 1944. Eh bien, grâce à vous, on va parler un peu de la résistance espagnole, de l'Espagne, et puis également du communisme, puisque les images de l'URSS que nous allons voir ont eu sur vous une influence. Oui. Chandra Bose, pionnier de la lutte pour l'indépendance des Indes, passe en revue la division hindoue qui vient d'être formée afin de combattre l'Angleterre. Les nouveaux légionnaires prêtent serment. Sur la Saône, sous la direction du champion de France Gabriel Petit, les hommes du groupe mobile de réserve lyonnais sont initiés aux opérations de sauvetage. Allons, le dernier lot sera privé de permission. La maison du prisonnier de Lille, où a été organisée une émouvante exposition, reçoit la visite de la presse parisienne. Plus de 100 000 visiteurs ont déjà parcouru ces différents stands qui permettent de suivre dans tous ses détails la vie de nos chers absents. Sur l'initiative de M. Hug, cette exposition sera présentée très prochainement à Paris. À la suite de cette manifestation de Lille, les prisonniers libérés du Nord ont adhéré au nombre de 12 000 au mouvement prisonnier. 160 nageurs vont traverser le port de Barcelone. Vicente Olmos, le grand champion espagnol, est en tête et arrivera premier. Ce sera sa dernière course. Il doit se marier aussitôt après l'épreuve et, épouse obéissant, abandonne le sport à la demande de sa femme. La Société nationale des chemins de fer français dispose, pour la réfection des voies, d'un matériel particulièrement moderne. Longue de 33 mètres, cette curieuse machine a pour mission de soulever la voie, de retirer le ballast, de le cribler en le dégageant de ses impuretés et de le remettre en place. Elle parvient à refaire 1 km de voie en 3 heures de travail. Pour la première fois, cet engin a été employé sous un tunnel.
Des précautions spéciales avaient été prises pour que les ouvriers puissent effectuer leur travail dans des conditions satisfaisantes. Afin de s'assurer que l'air reste à tout moment respirable, malgré le gaz carbonique dégagé par la machine, 2 pigeons témoins ont été placés dans le tunnel. Au Maroc espagnol se déroule le grand pèlerinage de Sidi Ali Ben Erazen. Venant de Tétouan, les caravanes se dirigent vers le sanctuaire qui a la vertu de soigner les maladies mentales. Des danses précèdent le sacrifice des brebis qui seront égorgées selon les rites ancestraux. Rien de plus pénible dans les travaux des champs que la récolte de la betterave qui bat son plein en Seine-et-Marne. Sans lever les yeux du sol, on travaille dur de l'aurore jusqu'à la tombée de la nuit. La betterave, qui renferme 6 à 18% de sucre, est découpée en lamelles très minces que l'on fait macérer dans plusieurs eaux tièdes jusqu'à ce que le sucre soit dissous. La pulpe nourrira le bétail ou servira d'engrais. En Espagne, les vendanges se terminent sur les coteaux aux noms évocateurs de Malaga et de Quérès. Georges Samproun, les actualités nous montrent sur l'Espagne des sujets dérisoires. Ces vendanges, une fête de natation, le Mouloud au Maroc espagnol, il se passe des choses importantes. Oui, c'est des images en effet bucoliques et dérisoires. En 1943 en Espagne, à cette époque-là, l'automne, c'est le virage. Le virage de la politique franquiste. Franco essayait de participer, d'être dans la guerre, surtout d'être dans la victoire avec Hitler. Après la chute de Paris, il se propose pour entrer dans la guerre. Et en 1943, après la défaite de Stalingrad, de l'armée allemande, il commence à prendre ses distances. Il retire la division bleue, la division à foule phalangiste du front de l'Est, et il commence à faire des ouvertures. Il change son personnel diplomatique à la tête de l'État, et il commence à faire des ouvertures vers les pays alliés. Ouvertures qui ont commencé en 1942 lors du débarquement des Américains en Afrique du Nord. À ce moment-là, il y a des premiers contacts entre les ambassadeurs des États-Unis et d'Angleterre pour dire si vous êtes tranquille, si vous nous laissez faire, on vous en tiendra gré dans l'avenir. Et là c'est le grand virage. C'est ça la véritable nouvelle de l'Espagne de cette époque-là, beaucoup plus que les vendanges. Ici, près de Bruxelles, point de vin au cru renommé. Le climat ne le permettrait pas. Mais c'est la culture en serre des lourdes grappes qui ont orné les tables des gourmets de toute l'Europe. Nous ne sommes pas en Indochine, mais en Camargue, où a lieu la moisson du riz. La récolte a dépassé les prévisions. Les 500 hectares ensemencés l'an dernier par les ouvriers agricoles anamites ont produit 1 600 000 kilos de riz. Par la décortication, le volume se réduit de 39% et le poids de moitié. Grâce à la Camargue, nos enfants pourront manger du riz. Notre pays essaie de s'adapter aux difficiles conditions actuelles. L'esprit inventif français est mis aussi à contribution afin de pallier le manque de main-d'œuvre rurale. Témoin, cette nouvelle machine destinée à déraciner le lin en un temps record. En montagne, par ces fraîches journées d'automne, les jeunes partent au ramassage des châtaignes. Le courage ne manque pas à la pensée des plantureuses purées de châtaignes que l'on mangera bientôt. Les gourmands songent même au marron glacé. Un sac rempli de feuilles mortes formera coussinet. Autre système pour porter une charge de 70 kg. Les ramasseurs de châtaignes sont des sportifs qui s'ignorent.
Serge Lippard, Solange Schwartz et le ballet de l'opéra donnent un festival à la gaieté lyrique avant le tirage de la loterie nationale. Désormais, Dame Loterie ne sera plus errante. Elle s'installe ici jusqu'à nouvel ordre. À l'exemple des danseurs, les millions valsent dans les sphères. Et ce geste de Serge Lippard détermine la sortie du gros lot de 8 millions. Jeunes et moins jeunes prendront plaisir à voir à la Comédie des Champs-Élysées Robinson ne doit pas mourir, une féerie de Forster qui met en scène la vieillesse de Daniel Defoe, personnifiée par le grand acteur Joffre. Veux-tu me vendre le manuscrit de Robinson, où tu as raconté de si belles histoires? Et que voulez-vous faire de mon livre? Vous pouvez l'acheter tout imprimé avec de belles images en couleur. Dans une brillante mise en scène, le théâtre de la Renaissance nous offre une reprise de Madame sans gêne, la célèbre pièce de Sardou. Henri Varna interprète le personnage de l'empereur. Quelle heure, François? 11 heures, sire. Du café. Madame Sangène, le plat. Et il vous sied bien. Au pied de la Tour Eiffel, sur le petit stade du Champ de Mars, les joueurs de hockey du Stade français reçoivent leurs camarades d'Angers en maillot foncé. Bien qu'en ce début de saison la forme soit encore précaire, la rencontre capitale pour la Coupe offerte est acharnée. Les Parisiens, plus habiles, dominent. But, 4-1, le stade a gagné. L'immense vélodrome d'hiver est plein. 12 000 personnes vont assister au championnat de France des poids moyens qui oppose le challenger Joé Brun au tenant Édouard Tenet. Dans la première reprise, les deux hommes s'observent. Ils échangent des gauches. Et bientôt, ils reviennent à leur tactique préférée, le combat de près. Champion, Tenet n'en fait pas moins le forcing et Brun ne cesse de reculer sur les attaques de son adversaire. Joé pourtant essaye sa fameuse rafale, mais Tenet, rendant coup pour coup, augmente son avance. Dernier round, le Toulonnais joue son va-tout. Il attaque en large swing. Il marque des points, mais pas suffisamment pour rattraper tout son retard. Et c'est fort justement que Tenet est déclaré vainqueur. Tenet garde son titre et malgré ses 36 ans, il le gardera longtemps encore. À Vienne, journée hippique réservée aux trotteurs. C'est le Grand Prix d'automne 1943. Toutes les grandes écuries européennes participent à cette course, une des plus importantes épreuves allemandes de l'année. Sur le front de l'Est, afin de soutenir les violents combats défensifs livrés sur terre par les grenadiers, des escadrilles allemandes ont reçu l'ordre d'aller bombarder, loin derrière les lignes, les bases de départ soviétiques. Les bombes pilonnent un verger où une division de chars s'est dissimulée sous des arbres fruitiers.
m'adresse surtout à ceux qui sont le moins éprouvés, qu'ils sachent bien qu'aucune situation personnelle n'est assurée dans un pays bouleversé par la misère si l'on ne vient à son secours. Devançant l'appel du maréchal, les jeunes ont voulu consacrer 15 jours à l'entraide nationale. Ici, à Paris, ils se sont fait chanteurs des rues. Là, en Normandie, ils ont récolté, charrié, pressé les pommes. Le cidre nouveau est un peu leur œuvre. Chaque province a fait son geste. Chaque garçon, chaque fille a payé de sa personne pour qu'un vieillard malheureux se sente un peu réconforté, pour qu'un sourire vienne éclairer le visage d'un petit malade, pour qu'un enfant retrouve la joie qui n'aurait jamais dû le quitter. Les jeunes ont fabriqué des jouets. Mais ils ont surtout pensé à ceux qui ont froid, à ceux qui ont faim. Ceux d'Amiens sont allés chercher des légumes jusque dans les ortillons. 15 jours de solidarité que la jeunesse a dédiés à la France qui souffre, au moment même où le maréchal allait redire le message de l'entraide nationale. Français, à l'approche des hivers 41 et 42, j'avais fait appel à votre générosité. Vous avez répondu magnifiquement. Je vous demande d'accomplir une fois encore votre beau geste des années précédentes et de donner au Secours national le moyen de continuer sa tâche. Y a-t-il pour vous une meilleure occasion de réaliser l'union que celle qui vous est demandée au nom du Secours national? Georges Saint-Prune, les Allemands laissent Pétain faire cette allocution qui n'a aucune portée. Mais le vrai discours qu'il voulait faire à la radio et que devait toucher tous les Français, pas comme des actualités, ce discours est interdit. En fait, Pétain, à cette époque, sent que les choses commencent à tourner depuis la chute de Mussolini, bien sûr, même s'il y a eu la République de Salo. Et il sent que les Russes, les Américains vont gagner la guerre. Il faut faire quelque chose. D'autre part, De Gaulle a pris le dessus sur Giraud. C'est un autre motif d'inquiétude. Il faut donc faire deux fois quelque chose. C'est-à-dire, en gros, parler aux Américains pour que, s'ils ne soutiennent plus Giraud, au moins ils se rallient à quelque chose de pas trop lié à De Gaulle et aux communistes, comme on commence à le dire partout. Alors il prépare un discours qui prévoit une réforme constitutionnelle, au terme de laquelle il entend redonner le pouvoir s'il meurt à l'Assemblée nationale. Et ça, dire je redonne le pouvoir à l'Assemblée nationale, c'est un clin d'œil, soi-disant aux Américains, donc à la démocratie. Les Allemands, qui surveillent maintenant Pétain de très près, interdisent le discours et occupent la radio pour qu'il ne puisse pas parler. Alors à la place du discours que tout le monde attendait, eh bien les gens de la radio ont passé une petite opérette qui s'appelait Dédé. À Tarbes, présentation de quelques beaux spécimens de cette robuste et rustique race tarbaise qui a servi à créer le pur sang français par croisement avec des étalons arabes. Après la présentation, le pesage qui va permettre de sélectionner les meilleurs sujets. Sur l'hippodrome de Tarbes se dispute le prix de l'élevage organisé par la Société des courses. Georges Saint-Prune, vous nous disiez qu'à l'automne 1943, vous avez déjà été déporté en Allemagne, vous faisiez de la résistance. Comment étiez-vous entré dans la résistance? Je suis entré dans la résistance d'une façon assez presque à la fin de l'Hippocagne. À la fin de l'année 42, j'étais en Hippocagne, préparation de l'école normale supérieure, à Henri IV, qui était mon lycée français dès que je suis arrivé en France en 1939. Et
de façon assez normale. C'était la continuation, d'une certaine façon, en exil de la lutte espagnole, que je n'avais pas eu l'âge de faire la guerre en Espagne, étant trop jeune. Et mon rapport, je suis entré comme espagnol. Je suis devenu communiste espagnol, c'est-à-dire que c'est un détail, mais c'est vrai, c'est mon rapport très étroit avec l'exil espagnol, avec les organisations espagnoles clandestines, qui m'a fait devenir et communiste et résistant. Mais il y a eu des arrestations, j'ai perdu le contact, et par la MOI, qui était l'organisation française de travail avec les émigrés, avec les étrangers en France, main-d'œuvre immigrée, MOI, par cette organisation, j'ai repris la possibilité de travailler dans un réseau français qui était le réseau Jean-Marie Action. Et qui était communiste, celui-là? Non, pas du tout. C'était un réseau dépendant de Londres, pas des gaullistes, de Backmaster, et qui avait pour mission de recevoir les parachutages d'armes et de distribuer les armes dans les maquis de Bourgogne, de la Côte d'Or, de Lyon, enfin autour de Saumur, de Joigny, d'Auxerre. Et c'est dans cette splendide région que j'ai travaillé pour recevoir les parachutages et distribuer les armes. Et néanmoins, vous étiez communiste à l'époque? J'étais communiste et j'étais résistant, et j'étais communiste en congé de parti pour travailler de la façon la plus efficace dans une résistance anti-nazie. Et alors, la résistance espagnole, à cette date, elle était... La résistance espagnole à cette date était très importante, à mon avis, je crois plus importante que dans le centre de la France, parce qu'il y avait un noyau d'émigration beaucoup plus fort dans le sud-ouest. Toulouse, Montpellier, l'Ardèche, etc. Enfin, toute cette région-là, où les maquis ont compté des centaines de membres espagnols, où les bataillons et les brigades de guerrilleros, c'est-à-dire de partisans espagnols, se sont intégrés dans les FFI et ont joué un rôle considérable dans la libération de plusieurs villes et de plusieurs régions de la France. Oui, d'ailleurs, moi je peux vous dire, à titre anecdotique, que quand on m'a envoyé au maquis depuis Grenoble, on m'avait dit de me mettre un petit costume bien propre avec une cravate, et quand je suis arrivé au Vercors, c'est deux Espagnols républicains qui m'ont bouclé, n'est-ce pas? Et tant que je n'ai pas pu démontrer d'où je venais, pourquoi je venais, ils m'ont pris pour un bourgeois. La cravate et le complet, c'était pour tromper les Allemands. Voilà. Mais du coup, les Espagnols, les rouges espagnols vous ont suspecté d'être un bourgeois. Exactement. C'est assez normal. Et alors, les images qu'on va voir maintenant de la Russie, ont-elles en quelque sorte joué un rôle? Est-ce que l'URSS a joué un rôle dans votre adhésion au communisme? Non, c'est-à-dire, si l'héroïsme de l'armée rouge, la bataille de Stalingrad, c'est évident que Stalingrad a été un symbole, il y a toute une génération qui s'est mobilisée à partir de ce tournant de la guerre qui a été la défense de Stalingrad et la victoire soviétique à Stalingrad, c'est évident. Stalingrad est un tournant dans l'histoire de la guerre et aussi dans la prise de conscience, je dirais Stalingrad de l'STO. Oui. Stalingrad de l'STO, on nourrit les maquis à cette époque-là, c'est évident, c'est évident. Mais c'est d'un côté des raisons intellectuelles, c'est-à-dire, j'étais marxiste. Aujourd'hui, ça a l'air un peu bizarre de dire ça, mais il faut se mettre dans la couleur et dans l'ambiance de l'époque. Pour toute une série de générations d'intellectuels, le marxisme était important. Il est toujours d'une façon tout à fait différente, je crois. Et puis, j'étais espagnol. Et pour quelqu'un qui n'avait pas pu participer à la guerre civile, il était trop jeune, la résistance était la continuation, par d'autres moyens, de la même bataille contre le même ennemi, c'est-à-dire le fascisme. Eh bien, on va voir les activités soviétiques et vous allez réagir devant. Заместитель председателя Президиума Верховного Совета Союза СССР товарищ Барес вручил награды Родины замечательным советским женщинам. Орден Красного Знамени вручается колхознице Ольге Филипповне Пискаревой. В течение 1,5 лет на территории, временно оккупированной немецкими захватчиками, славная патриотка мужественно хранила боевое знамя артиллерийского полка. Елена Николаевна Кошевая. За активную помощь подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» в борьбе с немецкими захватчиками она награждена орденом Отечественной войны 2-й степени. Ей же вручается орден Ленина, медаль «Золотая звезда» и грамота о присвоении звания Героя Советского Союза Олегу Кошевому, сыну Елены Николаевны. Валерий Борц.
участнице подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» вручается орден Красной Звезды. Родина-мать никогда не забудет подвигов славных советских патриотов. В сборочном цехе московского завода «Динамо» митинг молодежи. Выступает секретарь комсомольского комитета Лидия Мельникова. К 25-летию комсомола молодые динамовцы во главе с бригадиром Виктором Давыдовым выпустили сверхплана электровоз. Электровоз готов, рапортует Виктор Давыдов. Это комсомольский подарок горнякам Кузбасса. Трудовыми подвигами встречает юбилей ленинско-сталинского комсомола молодежь завода имени Сталина. На вахте комсомольская смена бригадира Талалаева. Сергея Талалаева знает весь завод. Он лучший бригадир-производственник и начальник смены. Молодые стахановцы дают стране моторы сверхплана. Сегодня, как и всегда, смена Талалаева впереди. Georges Semproun, vous avez été communiste très jeune, et puis vous avez quitté le parti en 64, je crois, mais ces images, quelle impression vous font-elles maintenant? Ces images me rappellent ce que je n'ai pas vu, c'est-à-dire déjà déporté, les nouvelles de l'offensive soviétique, les nouvelles de l'avance de la mer Rouge étaient pour nous les meilleures nouvelles. C'est l'émotion de tout ce terrorisme à partir de Stalingrad. Et puis, vu aujourd'hui, j'ai l'impression, c'est une impression bizarre, j'ai l'impression que c'est faux. C'est-à-dire que ces actualités ont été recomposées. C'est une impression de spectateurs d'aujourd'hui. J'imagine qu'elles sont authentiques, ils sont vraiment tournés sur le front au moment où ça se passe. J'ai l'impression d'une mise en scène de films soviétiques à grand spectacle, comme ceux qu'on a vus après. Ça rappelle ça. Et puis la cérémonie elle-même de la décoration, ces visages de femmes et de Komsomol, il y a une part d'émotion et une part d'irréel, comme une pièce montée, comme une espèce de simagrée ou de simulacre. Oui. C'est curieux l'impression que j'ai. Je suis de votre avis en ce qui concerne les scènes de guerre. Beaucoup ont été, sinon reconstituées, au moins faites sur le moment. On voit bien qu'elles sont souvent cadrées de telle sorte que c'est pas possible de filmer les tanks qui arrivent de face, c'est sûr. Bon. Mais le reste, là, je réagis un peu différemment de vous, en ce sens que, moi, ce qui me frappe, c'est qu'en voyant ces images, on comprend pourquoi les classes populaires ont vraiment participé au succès du régime et se sont identifiées à lui. Parce que, vraiment, on n'a jamais vu une société comme ça qui se récompense elle-même de ses exploits. Les gens qu'on voit là, c'est des gens du peuple, très simples. On voit comment ils sont habillés, on voit comment ils marchent, comment ils admirent tout, comment ils sont naïfs et sincères. Et d'une certaine façon, je crois que ces images, sans doute, sont des pièces montées. Et c'est fait pour intoxiquer d'une certaine façon. Mais on peut dire que, néanmoins, c'est ça que le régime soviétique a créé. Une société plébéienne, qui n'avait plus des élites au-dessus d'elle, d'une autre classe sociale, et c'est ça qui a fait que pendant très longtemps, les Russes, finalement, sont restés staliniens. Mais c'est ça qui est pathétique. Bien sûr. C'est que le stalinisme était populaire. Voilà.
Готовился решительный удар по Таманской группировке противника. Немцы, уходя, минировали все, даже виноградники. Саперы очищали землю, густо начиненную немецкими минами. При переправах через Кубань и ее притоки неутомимо действовали понтонные части. Бойцы 54-го отдельного понтонного батальона использовали захваченный у врага переправочный парк. Georges Semprún, ces images sont intéressantes parce que je ne sais pas si vous avez remarqué que sur ces plans de guerre, les soldats russes sont différents de ceux qu'on a vus il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Ils se sont occidentalisés. D'abord, ils ont des casques souvent qui viennent de l'Occident, et puis ils sont plus minces, ils marchent plus vite. On ne voit plus tellement la différence avec les troupes d'autres pays. L'écart, vous voyez, qu'il y avait au départ entre les Russes costauds mais rustiques et les Allemands et les Anglais, par exemple, cet écart diminue. Et c'est très curieux parce qu'on a vu le même phénomène pendant la Première Guerre mondiale pour les troupes allemandes. Les troupes allemandes au début de la guerre sont massives, etc., mais à force d'être entraînées, elles deviennent bientôt des troupes beaucoup plus affinées. Et là, on voit ce phénomène vraiment très visible sur ce plan, mais sur les plans précédents aussi. Et alors, le deuxième point qui me frappe, c'est cette bataille pour la Crimée que veut absolument mener Staline, puis à la fin, il capitule. Et comme cette Crimée, on n'arrive absolument pas à la libérer malgré la prise de quelques villes tout autour, il dit, bon, bah, abandonnons la Crimée, avançons plus au nord, et puis un beau jour, elle tombera comme un fruit mûr, et c'est ce qui va passer, la Crimée tombera en dernier. Артиллерия обрушила мощный огонь на немецкие укрепления, громила остатки отступающих вражеских войск. За огневым валом наступала пехота, поддержанная огнем полевой артиллерии. Командующий фронтом генерал армии Петров. А в это время в тыл врагу, отходящему через лиманы, выходили новые части. Старый кубанский рыбак дядька Хоренко указал бойцам капитана Васянина лучшее место для переправы и помог достать лодки. Высадившись, бойцы схода неожиданно атаковали немцев. Маршал Советского Союза Тимошенко и генерал-полковник Василидзе. Части Северо-Кавказского фронта, ломая сопротивление немцев, успешно продвигались вперед. Танки 5-й гвардейской новороссийской бригады полковника Шуренкова уже на улицах Тамани. Город и порт Тамань освобождены.
Здесь, в юго-западной части Таманского полуострова, в жестоких боях врагу нанесены большие потери. Немецкая пропаганда уныло бубнит. Планомерная эвакуация. Красная армия сбросила остатки немецких частей в Керченский пролив. В порту Тамань нашей авиации и артиллерии потоплено много вражеских судов и тысячи немецких солдат и офицеров. Немцы не успели разрушить памятник запорожским казакам, высадившимся здесь в 1792 году. На памятнике полустертая надпись «Наказ запорожцев потомкам. Бить всех неверных, которые придут на Тамань». Таманская земля теперь полностью очищена от немецко-фашистских оккупантов. Среднее течение Днепра. Здесь действуют войска ежедневно на разных участках. Саперы наводят все новые и новые переправы. Работают в холодной осенней воде, прокладывая путь новым частям. Под прикрытием дымовых завес на правый берег, туда, где уже идут жестокие бои с врагом, переправляются войска и техника. Под огнем и бомбежкой противника дни и ночи не утихает боевая работа на переправах. Артиллерия прикрывает продвижение наших войск. Для переправы используются все средства – понтоны, паромы, лодки. Отброшенный от Днепра враг обстреливает правый берег, где непрерывно высаживаются части Красной Армии. Освободители правобережной Украины, герои днепровских переправ. Их славные имена с любовью произносит вся страна.
Действия наземных войск прикрывают с воздуха наши истребители. Непрерывными ударами Красная Армия громит немецкие войска, расширяет занятый плацдарм, освобождает правобережную Украину. Здесь, в Заднепровье, к семье героев Советского Союза прибавились новые чудо-богатыри. Героями Днепра гордится весь советский народ. Вот двое из них, комсомольцы-гвардейцы, Василий Иванов и Иван Семенов. Они только что получили от командования фронтом поздравления с высокой наградой. В ожесточенных боях освобождается украинская земля. Неудержимо идут вперед на запад советские войны. На командном пункте Энской армии сюда прибыли командующий Первым украинским фронтом генерал армии Ватутин, член военного совета фронта генерал-лейтенант Хрущев, командарм генерал-полковник Москаленко. Сражения за Днепром продолжаются. Близится час полного освобождения родной Украины. Georges Sampoun, on vient de voir Khrouchtchev dans ses activités durant la guerre. Alors il y a une question que je veux vous poser, c'est un paradoxe. C'est à l'époque où Khrouchtchev veut libéraliser d'une certaine façon le régime, que vous quittez le parti. C'est-à-dire, non, c'est un peu plus compliqué. C'est à l'époque où échoue la tentative de réforme de Khrouchtchev que je quitte le parti. Bon. J'étais exclu en 1900, après une longue discussion qui a duré 1 an, du bureau politique en mars 64, et lui, souvenez-vous, il est limogé en octobre, je crois, à l'automne 64. C'est-à-dire que j'ai eu une responsabilité dans le parti espagnol justement pendant la période qui va du 20e congrès à l'exclusion de Khrouchtchev. Enfin, une époque où il y a eu un premier mouvement, disons, de perestroïka, pour employer des mots qui n'ont pas de sens à l'époque, de réforme, de glasnost. C'était une première tentative de Khrouchtchev. C'est là qu'il y a eu, pour des raisons qui sont trop longues à expliquer, dans le parti espagnol, une possibilité de réforme de l'intérieur, qui a échoué complètement. Oui. Parce que l'histoire l'a prouvé, on ne rénove pas, on ne réforme pas les partis communistes, on les abandonne ou on les détruit, mais on ne les réforme pas. L'histoire ne peut pas se réformer cet instrument-là qui a été conçu pour toute autre chose que pour la rénovation et pour la démocratie. Il a été construit pour autre chose. Mais en Italie, pourtant, il s'est un peu rénové du dedans, le parti. Il s'est rénové dès 1956. Il n'a jamais dit que le rapport de Khrouchtchev était faux, inventé par le département d'État ou la CIA. Il s'est rénové, c'est pour ça qu'il peut aujourd'hui encore continuer à jouer un certain rôle politique, avec tous les problèmes que l'on sait. Donc c'est pas inéluctable qu'un parti communiste ne puisse pas se réformer? Ce n'est pas inéluctable, à condition qu'il s'y prenne très vite, très tôt, et vous voyez bien la déperdition que ça représente quand même. Oui. Parce que pour jouer ce rôle-là, on a inventé les partis sociodémocrates. Le parti léniniste, on l'a inventé pour faire la révolution et pour faire la guerre. Oui, en fait, le parti communiste italien n'était communiste que disons que d'origine.
il était devenu un parti démocratique, d'une certaine façon. La discussion était libre, le choix des dirigeants l'était aussi. Et alors, dans le Parti communiste espagnol, quelle expérience vous avez tirée de la guerre et de l'après-guerre? Dans le Parti communiste espagnol, il y a eu toujours une grande fidélité à l'Union soviétique. C'était une tradition depuis la guerre civile. C'est un tout petit parti qui est monté en puissance à cause de la guerre civile, à cause de l'aide soviétique et à cause du prestige de l'Union soviétique. Et qui a donc été très fidèle et très stalinien. Mais qui, pour des raisons biographiques d'un certain groupe de dirigeants, il y a eu une majorité de dirigeants qui a accepté le cours du 20e congrès, donc le cours de la réforme, pour arriver au pouvoir, tout simplement, pour prendre la place des vieux dirigeants. Et donc là, il y a eu une équivoque qui a duré assez longtemps, autour de Carrillo, de Santiago Carrillo, une époque où on a pu croire qu'on pouvait réformer ce parti, de l'intérieur. Ça a échoué en 1964, et depuis lors, d'ailleurs... Et vous-même, quel est le fait qui vous a amené à juger qu'on ne pouvait plus le réformer? L'expérience pratique, la tentative de le réformer à partir de mon poste de dirigeant de l'intérieur, et immédiatement l'affrontement direct avec les structures staliniennes qui, sous des noms différents, continuent à exister. Oui. Et puis, deuxième volet de l'expérience, le décalage de plus en plus brutal et de plus en plus néfaste entre un discours, une rhétorique et la réalité de l'Espagne. Oui. Merci Jorge Semprún d'avoir été pour nous le visage vivant de la résistance espagnole. Nous ne savons pas assez le rôle important qu'elle a joué pendant la Deuxième Guerre mondiale, qu'il est mort plus d'Espagnols du côté des Alliés que du côté des Allemands. Nous aurons l'occasion de nous revoir, j'imagine, en d'autres circonstances. J'espère. La semaine prochaine, nous verrons des actualités japonaises et américaines.